Maestro, on a déjà fait la première partie. Tu peux lancer le générique. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, un peu fatiguée parce qu'il est presque 23 h. Mais on est là, je tenais à faire ma petite vidéo sur les telenovelas, la suite de la partie 1. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à regarder juste ici l'onglet qui vient de s'afficher. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour être au courant lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Et commençons. Alors dans la vidéo précédente, on avait abordé la définition des telenovelas, on avait également parlé de la raison pour laquelle j'aimais les telenovelas, on avait aussi parlé de l'ampleur des telenovelas et quelle était l'importance que ça avait actuellement en France et dans certains pays, notamment la Turquie, tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'addiction aux telenovelas, qu'est-ce qui cause l'addiction aux telenovelas et également l'impact sociologique et les conséquences des telenovelas sur les spectateurs. Alors, bien évidemment, en rentrant dans le vif du sujet, il est important de savoir que les personnes qui regardent beaucoup de telenovelas et qui en sont même addictes se nomment les noveleros. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce point? On va commencer avec 3 mots. Identification, exemplarité, représentation. Ces 3 mots, c'est ce qui constitue, entre guillemets, l'essence humaine. Pour quelle raison je dis ça? Parce que l'humain, peu importe l'environnement dans lequel il est, a besoin de s'identifier, a besoin de se représenter et a besoin de prendre exemple sur une personne. Voilà ce que vont nous apporter les telenovelas. En fait, je dis ça parce que dans la construction du telenovelas, que ce soit par le personnage, par l'histoire, par l'environnement, par la famille, on peut s'identifier. Dans certains pays, on en a même fait une tradition des telenovelas, par exemple la Côte d'Ivoire, parfois même le Sénégal, on a la Russie, la Roumanie, l'Espagne, etc. Pourquoi? Parce que les personnes arrivent à s'identifier un petit peu au décor et finalement, même quand tu te poses devant un telenovela, tu te dis ça ressemble un peu à ma vie, en un peu plus dramatique, mais ça y ressemble. Ça peut être aussi par rapport au travail qui est exercé, etc. Donc on a cet aspect d'identification, on a cet aspect de représentation parce qu'on se voit à l'écran et on a également cet aspect d'identité lorsqu'on arrive à se reconnaître. Après, l'aspect d'identification est un peu particulier parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont présentes dans les telenovelas, la plupart du temps, sont des personnes qui sont typées caucasiennes, bien choisies, et on a très peu d'afro-latinos qui sont représentés dans les telenovelas. Mais ça, nous allons le garder pour une autre partie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va découper l'addiction aux telenovelas en 3 parties. On a premièrement l'addiction d'un point de vue de la construction philosophique du telenovela. On a l'addiction liée au style théâtral du telenovela. Et on a également l'addiction due à l'identification du spectateur. Alors la semaine dernière, je vous avais parlé de l'aspect philosophique, la construction philosophique qui a été faite dans un telenovelas. J'avais abordé la philosophie de la Grèce antique, mais j'avais également parlé de la philosophie chrétienne. Alors on a un producteur écrivain de telenovelas, de téléglobaux au Brésil, qui nous dit et qui nous précise finalement comment est construit un telenovela. Donc du coup, ce monsieur s'appelle Doc Comparato. Il nous disait que pour pouvoir construire un telenovelas, il s'appuyait sur le système et l'écrit de la rhétorique d'Aristote. Jusque là, suivez-moi, ça va être un petit cours de philosophie, mais vous allez kiffer. Attention. Alors, dans la rhétorique d'Aristote, Aristote nous donne plusieurs éléments pour être un bon orateur, pour pouvoir convaincre son public et pour utiliser des arguments qui vont mener à la conviction du public. Ces 3 arguments sont le logos, l'éthos, le pathos. Le logos, c'est ce qui va s'appuyer sur l'esprit rationnel de l'interlocuteur, du spectateur en l'occurrence. Ce logos, c'est lui qui va éveiller sa logique, c'est lui qui va lui faire comprendre que telle situation emmène à une autre situation. Ce sera pas forcément vrai parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas parce que tu fais ça que tu mérites ça ou autre. Mais dans le telenovela, c'est construit de telle manière à ce que, parce que il y a celui qu'on appelle le villano, donc l'antagoniste généralement, de par ses actes, il mérite cette sanction. Ok, vous suivez? Du coup, on va le faire s'appuyer sur la logique des situations. Concernant l'éthos, ça va être vis-à-vis de la construction. En réalité, l'éthos, ça va plutôt être au niveau de la crédibilité de l'orateur. On va dire que ça va être comment je vais construire et former
mon image, mon scénario, etc. Comment je vais faire pour pouvoir lui donner envie? Quelle forme est-ce que je vais donner à mon art? Dernier argument, le pathos. Le pathos, lui, c'est celui qui va éveiller la sensibilité du spectateur. Donc voilà, maintenant qu'on a terminé le cours de philosophie, pour être précis, le pathos, c'est lui qui va être utilisé à travers le scénario de la mort, l'amour, les rivalités, etc. Là, on a le pathos, la sensibilité du spectateur. Au niveau de l'éthos, donc du coup, ce qui va être créé pour montrer qu'il y a le style de l'orateur, ça va être au niveau de la situation dramatique qui va être créée, mélodramatique, etc. Est-ce qu'on va passer par l'esprit un peu thriller ou est-ce qu'on va passer par l'esprit comédie? Et enfin, à travers la situation vécue par les personnages et la logique et la trame des situations qui vont être vécues par les personnages, là, on fait appel au logos. Regardez rapidement ce que j'ai dit avant et regardez si ça a un sens. Philosophie terminée. Voilà comment on crée un telenovela. Concernant l'addiction liée à l'aspect théâtral de la chose, là, on va se baser sur le style du telenovela. Alors, bien évidemment, on a les drames, on les connaît, parfois c'est exagéré, parfois tu as la caméra qui se met juste ici, on voit bien ton visage, etc., etc., on sait. Mais il y a aussi cet aspect, las cachetadas, las peleas, qui sont les gifles qui sont données de manière récurrente. On a aussi les disputes, la manière dont l'amour est tourné, la manière dont on se venge, etc., la patrona, vous voyez ou pas? Donc voilà, cet aspect théâtral, c'est aussi ce qui apporte ce côté où tu dis j'ai envie de regarder en fait. Après, moi, ce que je tenais à souligner, c'était aussi qu'il y avait le jeu des acteurs qui jouait beaucoup, parce que c'est vrai qu'on remercie pas forcément le jeu des acteurs, on le reconnaît pas forcément, mais c'est très important. Moi, personnellement, je les regarde en VO, encore une fois, je le dis, je redis à nouveau, et vraiment, il y a des émotions qui sont transmises quand vous regardez Amour interdit, Pasión prohibida, par exemple. Vous voyez littéralement la manière dont Blanca joue, Bruno joue, etc. Quand vous avez regardé El Diablo, quand vous regardez les vraies vidéos et que vous regardez que y a Manuela et Angel, quand Angel lui dit je veux retourner avec toi et Manuela qui te dit oui mais je pense que tu me détestes et tout, mais on sait déjà. L'émotion qui est transmise est tellement grande et forte que tu te dis mais mince alors en fait. Alors qu'avec le doublage français, ben... Enfin ouais. Et puis également, on va pas se mentir, quand tu vois le nom des telenovelas, c'est tellement dramatique. T'as envie de te dire, ah ouais, ok, non, c'est chaud. Par exemple, quand vous regardez Lo que la vida me robó, c'est les choix de l'amour, je crois, en français, tu te dis, ah ouais, non, c'est chaud. Mon beau José Luis, il a souffert. José Luis, non, quand Montserrat elle est partie avec Alejandro, je me suis dit non, moi j'ai arrêté de regarder. Moi c'est bon, franchement ça m'a fatigué. Bref, quand tu vois des titres comme ça, la patrona, et après tu rentres dans l'histoire, tu te dis ah ouais, la impostora, tu vois directement, tu te dis la patronne, l'imposture. Donc tu vois, même le nom te donne envie. Et une dernière chose, avant de passer à l'autre partie quand même, qu'on va essayer de souligner, c'est que lorsque vous allez au cinéma généralement et que vous allez regarder des adaptations littéraires, du coup cinématographiques, vous vous dites ah ouais ok ça c'est bien, je vais regarder la suite. Vous avez lu déjà le livre pour la plupart et du coup vous découvrez une œuvre à travers ce que vous avez imaginé. C'est-à-dire qu'à travers l'imaginaire, là vous avez une représentation à l'écran de ce que vous avez lu. Ça a fonctionné pour Twilight, ça a fonctionné pour Harry Potter, ça a fonctionné pour After et ça en fonctionnera pour beaucoup d'autres. Même Percy Jackson. Ok, donc là on part dessus. Maintenant, le telenovela, la semaine dernière, je vous avais dit que c'était des adaptations littéraires, télévisuelles. Ok? Et donc, du coup, on rentre toujours dans cet imaginaire de la lecture et finalement, on a l'impression de lire un livre à travers l'écran. Donc, bien sûr, pour une férue de lecture comme moi, c'est très très bien. C'est très très bien. Continuez, por favor. Continuez, por favor. Donc, voilà. C'est tout ce que je tenais à dire. Concernant l'addiction liée à l'identification du spectateur. Alors, il faut savoir aussi, encore une fois, que dans le telenovela, on essaie de tout mettre à travers la rivalité entre deux familles ou alors dans l'environnement familial. Il faut savoir que la famille, c'est le premier élément qui te montre la société de l'intérieur. Je m'explique parce que la phrase n'a pas l'air claire. En fait, quand tu es enfant, la première représentation sociétale que tu as, la représentation de la société, c'est à travers ta famille, à travers ce qu'ils font, à travers ces individus-là. Et du coup, c'est pour ça que les éléments et l'univers sont à travers la famille, pour montrer que finalement, la famille est le reflet de la société. Également, on a aussi l'identification dans les telenovelas à travers notre imaginaire. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, protagoniste, antagoniste, généralement fin heureuse. Et ça ressemble aux contes qu'on nous racontait quand on était petit, les légendes, tout ça, où généralement ils finissent bien et ils ont beaucoup d'enfants. Troisième chose, on a l'identification vis-à-vis des valeurs.
On a l'identification vis-à-vis des valeurs. Pourquoi? Parce que généralement, la personne qui va regarder des telenovelas va comprendre qu'il y a cette confrontation entre le bien et le mal. Ça fait partie des valeurs humaines, normalement, si on a un minimum de morale. Et c'est quelque chose qui nous pousse aussi à vouloir voir le triomphe du bien. Et tout en parlant de ça, on va pas se mentir, il y a aussi pas mal de sujets qui vont toucher les personnes qui vont regarder. Par exemple, on a le sujet de l'immigration. On l'a vu dans El Diablo, on l'a vu de l'autre côté du mur pour ceux qui regardent Novelas TV, donc Del otro lado del muro, avec les deux femmes là qui ont quitté leur pays pour venir aux États-Unis. On a par exemple des questions de l'ascension sociale pour ceux qui ont regardé Marimar. Vous savez de quoi je parle. On a aussi pas mal de questions de corruption avec Enemigo Intimo, mais ça c'est pas sorti en France. On a aussi Pablo Escobar, El Patron del Mal. Je sais pas si vous avez vu, normalement c'était passé Pablo Escobar, après ils ont fait Narcos. Aussi pour pouvoir mettre ça en avant, ce qui dérange pas mal les Colombiens, mais ça on reviendra dessus éventuellement plus tard. Bref, en tout cas c'est des questions qui touchent les sociétés qui raffolent de telenovelas, immigration, corruption, la religion, l'amour bien sûr. Parce que tout le monde veut trouver El Príncipe Azul. Príncipe Azul, ça veut dire prince charmant. Donc voilà, vous voyez. Donc du coup, il y a cette identification. Moi, personnellement, quand je regarde le télénovela, c'est pas que je recherche le prince charmant, mais moi, j'aime l'amour. J'aime l'amour. Donc j'aime bien voir les gens s'aimer, vous comprenez? Mais bref, voilà. Après, l'identification du personnage, c'est aussi quand même une question assez relative. Parce qu'on peut quand même se demander, est-ce que les telenovelas sont dédiés uniquement à un public féminin? Est-ce que les hommes ne pourraient-ils pas s'identifier à un personnage de telenovelas? Sachant qu'il y a des hommes qui en regardent. Hein. Mais donc du coup, comment il est créé? Comment il est façonné? Est-ce que c'est façonné pour un public féminin ou est-ce que c'est également façonné pour un public masculin? C'est une question très intéressante à se poser. Question que je ne me poserai pas, mais question à se poser dans tous les cas. Deuxième partie, l'aspect et l'impact sociologique des telenovelas et leurs conséquences. Ça va être une partie assez brève parce que j'en ai déjà parlé là, juste là, et même la semaine dernière. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on regarde un telenovela, il n'y a pas de winter break. Comme quand on regarde Empire, je sais pas quelle série, pendant l'hiver, il n'y a pas de pause. Ok? Donc ça veut dire que si le telenovelas a 150 épisodes, ce sera de janvier jusqu'à juin non-stop. Et encore, j'abuse parce que généralement, un telenovela, ça peut commencer en janvier et finir en novembre en novembre. Hein. Sauf pour Corazón Valiente, La Force du Cœur, où ça a duré plus d'un an parce qu'il y avait quand même 218 épisodes. Je dis ça, je dirais 218 ou 208. Bref, vous me direz en commentaire pour ceux qui ont regardé. Whatever. Donc je vous ai dit que dans certains pays, c'était tellement important, les telenovelas, limite c'était devenu une tradition, au point où ça a un impact socio-culturel. Pourquoi? Premièrement, ça a un impact socio-culturel parce que il n'y a pas de pause, donc ça veut dire que tout le monde regarde. Ça passe à des heures où généralement on a des réunions familiales, et parce qu'on a des réunions familiales, ça réunit les aînés et les plus jeunes. Parce qu'il faut savoir que sometimes la abuela, elle ramène le petit. Hein. La abuela, c'est la grand-mère. Et parfois, elle ramène le petit, elle dit, allez, viens, tu peux regarder un telenovela avec moi. Alors que vous savez que les telenovelas ne sont normalement pas des programmes pour enfants. Deuxième chose, on a les sujets abordés dans les telenovelas qui font que on a des discussions intergénérationnelles qui font, encore une fois, que on aborderait des sujets qu'on n'aborderait jamais dans la vie de tous les jours avec ses parents ou des trucs comme ça. Parce que, voilà, dans certaines cultures, c'est tabou. Par exemple, la sexualité, tout ça, généralement, on te dit « moi, je t'envoie pas à l'école pour ça. » Vous savez ce que je veux dire. On a également, encore une fois, cet aspect, du coup, socio-économique avec, le fait qu'on peut s'identifier à travers les travailleurs, les ouvriers, les salariés, les ci, les ça. Et parce qu'on a cette identification vis-à-vis de ces catégories socio-professionnelles, ça peut parfois changer et influer la manière de penser et la manière dont on veut évoluer. Parce qu'un tel a fait ça, je fais ça. Dans tous les cas, vous me direz, c'est pas propre aux telenovelas, parfois on peut regarder des séries et ça peut impacter nos vies, on peut avoir un changement de mentalité. Ça peut également être lorsqu'on regarde une télé-réalité, il y a des gens qui sont autant impactés, qui veulent absolument vivre la même vie d'Aloca que les personnes de télé-réalité. Enfin bref, la télé, ça matrix, les telenovelas, pareil. Donc voilà les gars, on en a fini pour aujourd'hui. On a abordé des sujets qui sont quand même assez compliqués et complexes, je vous le concède.
Mais c'est pas grave. Moi, personnellement, ça me fait plaisir de parler de sujets comme ça. Moi, j'aime beaucoup les sujets culturels, les sujets qui concernent un peu la sociologie, la manière dont les humains perçoivent le monde, tout ce qui est un petit peu anthropologique. Je me pose énormément de questions. Je voulais partager ça avec vous. Je sais que c'est pas forcément le type de vidéo que les gens aiment regarder, parce que la plupart du temps, les gens aiment bien rigoler. Regarder des vidéos, ils peuvent rire. Je sais pas forcément si moi-même j'arrive à concilier le comique et la vidéo, mais bon, parfois j'essaie avec des petites blagounettes, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a terminé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je verrai au montage ce que ça donne. Mais en tout cas, si c'est le cas, je vous invite premièrement à commenter. Venez commenter s'il vous plaît, venez dire comment vous avez trouvé la vidéo, venez dire si c'était bien, si vous aussi vous avez les rêves ou pas. Aimez la vidéo s'il vous plaît, ça me ferait plaisir, franchement ça me ferait plaisir. Elodie serait contente, cœur dans les yeux, ok. Je vous invite également à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez au courant lorsque je sors une prochaine vidéo. Me suivre sur Instagram, c'est hyper important parce que là-bas on fait plein de choses, on fait des réels, on rigole, on sort des belles photos, tout ça, on parle de tout, des stories, on commente. On partage vraiment, on est dans la communion, donc ici. Vous n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Et voilà, je vous laisse sur une bonne note. Donc j'espère que votre semaine se passera bien et salut!